sais pas si Frédéric Bérard veut commenter sur le départ de Markov. Ça me surprendrait pas mal, là, mais... Hey, salut! Salut, mon Fred. Écoute, je te jure qu'avant même que tu prennes le micro, je me suis dit, hey, ça serait fun de parler de hockey un peu. Tu veux-tu qu'on te parle de hockey? Pas. Non, hey, j'oserais pas. Hey, voyons donc, j'oserais pas, moi. Hey! Qu'est-ce que t'en penses, ça? Hey, le Montréalais, le gars de plateau de gauche, là, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais que j'ai mes billets de saison aux Canadiens, hein? Ah, je savais pas? Ouais, fait que on ira si tu veux, si c'est prêt à trahir. Ah, écoute, tu savais jusqu'à quel point je suis facilement corruptible, man. Oui, hein? J'avais une bonne idée. Une bière et un billet, on devrait être correct. C'est bon. Écoute, je pense que Markov, écoute, ça commence à être vraiment beaucoup d'argent pour un gars de son âge. Je pense que ça avait été juste une saison. À mon avis, Bergevin l'aurait probablement déjà signé. Mais c'est le volet de 2 saisons qui est problématique. Parce que si ça vire en catastrophe, puis à ces âges-là, ça peut virer en catastrophe. Là, t'es pogné pour une autre année par la suite. Il est rendu à quel âge? Il est rendu à quel âge? 39? Mike Streit, il est rendu à 39. Il va avoir 40 ans en décembre cette année. Puis Markov a quand même 3 ans plus jeune. Okay. Moi, je pense que Markov apporte plus sur la glace que peut apporter Streit. Mais encore là, j'ai regardé ses stats tout à l'heure. Tu vois, il y a quelque chose comme 27 points en à peu près 60 quelques matchs avec Philadelphie, Pittsburgh. C'est quand même, bon, c'est pas la mer à boire. Mais en même temps, tu sais, ça coûte quoi? Ça coûte 700 000 plus un 300 000 de bonus de performance à Bergevin, ce qui est quand même des peanuts, disons-le. Puis l'autre affaire, c'est que je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix, parce que quand tu regardes la brigade défensive du Canadien, il y a à peu près aucun défenseur qui est capable de bouger à rondelle. Là. Ton défenseur le plus offensif, c'est Jeff Petrie. Après ça, évidemment, il y a Weber, mais Weber, c'est pas le plus mobile non plus. En fait, le problème, c'est pas tant la mobilité de Weber que la constance de sa production. C'est plus ça. Ouais, il y a ça. Puis, mais tu sais, regarde aujourd'hui, là, les bonnes équipes, regarde comme Pittsburgh, là, ils sortent la rondelle vite du territoire. Ouais, c'est vrai. Nashville, c'est la même affaire. Le Canadien, là, je pensais à ça en fin de semaine, là, t'as Weber. Après ça, sur la première paire, tu vas avec Carl Asner, qui est un très bon défenseur défensif, mais il est lent, puis il joue avec un 2x4. Après ça, t'as David Schlemko, t'as Jordy Ben. C'est un sacrifice, là. On est loin de la mobilité, puis on est loin de la première passe. Fait que là-dessus, je pense que Streit va pouvoir apporter quelque chose, notamment aussi sur le jeu de puissance. Mais tu t'épargnes 5 millions essentiellement, puis tu sauves le trouble d'avoir un Markov qui fait patate, puis t'es pogné avec une autre année supplémentaire. Ce que j'aurais aimé voir de la part de Marc Bergevin, c'est on aurait pu s'asseoir avec les joueurs qui restaient à signer et leur dire, regardez les boys, soyez prêts à prendre un peu moins d'argent les prochaines années, mais on va former une équipe qui est forte puis qui peut compétitionner en finale de la Coupe Stanley. Par exemple, si on regarde les Blackhawks de Chicago dans les dernières années, on a signé des gars comme Taves et Kane pour des contrats faramineux qui, il y a quelques années, étaient les plus gros contrats jamais octroyés dans la Ligue nationale. Mais certains joueurs, je peux pas croire que le directeur général des Blackhawks a pas dû s'asseoir avec certains joueurs en disant, regarde, les boys, je sais que ça va être poche, réduisez un peu vos contrats, mais on va avoir une équipe compétitive, puis si vous voulez gagner avec nous autres, ben c'est le sacrifice qu'on doit faire pour pouvoir arriver à nos fins. Ben moi, je te confirme que tu as raison, parce que je l'ai lu, ça. Bowman les avait assis, pas juste Kane et Taze, mais aussi Seabrook et Keith. Puis il avait dit, bon, écoutez, les gars, là, vous êtes les 4 piliers, là, les autres gravitent autour, puis il y avait d'autres bons joueurs aussi. Là. Puis même au football aussi, Tom Brady l'a fait, a accepté de prendre un peu moins d'argent pour que la concession soit prête à mieux payer ses joueurs. Puis regarde, qu'est-ce que ça a donné, tu sais, sauf que je pense que la grosse différence ici, c'est que quand même que t'es Bergevin, puis t'assois ces gars-là, est-ce que les gars en question, les Markov, Radulov et compagnie, croient que t'as vraiment une chance de faire les séries et d'aller jusqu'à la finale de la Coupe sans trop de problèmes? Tu sais, je suis pas sûr. Il n'y a pas de Taze, il n'y a pas de Kane avec le Canadien, il n'y a pas de Keith. Ben, quoi que Weber quand même très bon. Il n'y a pas de truc. Donc, en d'autres termes, pour être capable de faire ce pitch-là, faut que les joueurs aient la certitude qu'ils peuvent se rendre jusqu'au bout. Puis je suis pas certain qu'avec Dano comme premier centre, les gars s'imaginaient être capables d'aller en finale de la Coupe. Là. Mais Frédéric, sérieusement, qu'est-ce que tu fais en droit?
Écoute, moi, je me tue à vouloir faire du sport dans les médias. À chaque fois que je vois Roger Brulotte à TVA, je me demande quand est-ce qu'il va m'inviter pour le retour des expos. Puis ça fait 4 ans que je l'attends encore. Je vous rappelle que Frédéric Bérard est docteur en droit, spécialisé en droit constitutionnel et... il reste sur le plateau. Il reste sur le plateau, c'est non, ça, à Villeray. Wow, j'ai pas tous les défauts. Là. Arrête, là. Tu es en train de péter ta bulle, là. C'est à côté du parc Jarry. À côté de la rue Gary Carter. T'es dans ce coin-là, toi? Oui. Hein, oui. T'as un bon petit coin, ça, à Montréal, par exemple. À côté de la rue Gary Carter. Mais t'es juste à côté de Mount Royal, en plus. C'est bon. Ben, qu'un. Écoute, jamais, ça me fait peur. Fait que toi, contrairement à Sarah Palin, toi, de ta cour, tu vois pas la Russie, mais tu vois ton objectif dans la vie, Mount Royal. Non, en fait, tout ce que je vois, c'est la grosse clôture qui empêche les enfants pauvres d'aller passer l'Halloween chez les riches. Oui, OK, d'accord, je comprends. Bon, si on revenait à nos moutons... Allons-y. Bon, écoute. Non, mais c'est très drôle, si vous dites en passant, parce que c'est vraiment c'est improvisé, là, cette discussion-là sur le sport, mais je savais pas que t'étais un fan de sport à ce point-là. Fait que. Oui, quand même. Écoute, il va falloir si jamais j'y vais au Canadien avec toi, moi, être obligé de me préparer avant, tu sais. Écoute, mes chums qui viennent avec moi sortent de là, apparemment un peu étourdis, puis ils reviennent pas tout le temps. OK, c'est ça, ils sont épuisés de t'écouter, c'est bon. Je voulais discuter de quelque chose avec toi parce que on en a eu toute une grosse discussion il y a à peu près 1 heure, notamment sur cette vidéo qui a été diffusée par le groupe Anonymous, qui en fait vantait un peu les mérites ou disait à tout le moins qu'il soutenait les gens qui prenaient sur eux-mêmes que de pourchasser des pédophiles. J'imagine qu'on s'adressait pas spécifiquement aux gens du Québec, mais on envoyait le message un peu partout sur la planète. Et que, dans le fond, leur exhortation est de dire aux gens qui se sentent concernés par cette question-là de prendre la justice entre leurs mains. C'est un drôle de discours qui m'a toujours un peu fait rager parce que j'ai l'impression que parfois on gonfle les rangs des justiciers autoproclamés quand on tient le discours de « il n'y a pas de justice, puis il n'y a pas de ci, puis il n'y a pas de ça ». Mais en même temps, puis d'ailleurs, on a réussi à éclaircir, aller au fond de cette question-là avec notre invitée Sophie Dupont, qui, elle, finalement, a été très claire là-dessus qu'elle elle ne fait pas du tout la promotion des gens qui prennent la justice entre leurs propres mains. Fallait quand même que je t'en parle parce que je trouve ça quand même big. Tu sais, hier TVA en diffusant cette nouvelle-là, je suis sûr que ça a interpellé beaucoup de gens qui sont à l'écoute. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi? Ben, écoute, 2 choses. Premièrement, je peux comprendre, surtout dans des questions de pédophilie. Tu sais, moi, j'ai une fille, s'il arrivait quelque chose à ce niveau-là, écoute, mon premier réflexe en question. Ben, en tout cas, il serait probablement le mien aussi, puis c'est pas pour rien qu'on veut parler de baseball, hein? Effectivement. Tu sais, je veux dire, il y a, franchement, en ce qui me concerne, pas grand-chose de plus abject que la pédophilie. Et que les gens souhaitent se faire justice eux-mêmes, c'est un phénomène qui met, à mon sens, qui est parfaitement compréhensible. Se méfier de ce réflexe-là. Faut se méfier surtout des effets toxiques, des conséquences d'un geste comme celui-là. Parce que quand tu commences à te faire justice par toi-même, là, c'est l'état de droit qui fout le camp. Puis quand l'état de droit fout le camp, c'est pas compliqué, là, on revient à l'état de nature. Là. Puis quand on vient à l'état de nature, c'est la règle du plus fort. Et ajoute à ça toutes les questions de présomption d'innocence qui s'appliquent plus. Moi, je suis très inquiet par rapport à ce genre de mesure-là quand elle est lancée. Je comprends les réflexes des gens, je me répète, mais je suis excessivement anxieux par rapport à l'état de droit parce que tout ça là finit habituellement très, très mal. Rappelle-toi, c'est des trucs pratiquement légendes urbaines, mais les sorcières de Salem, là, ben oui. C'est bon, je dis un peu n'importe quoi là, comme exemple, mais on va aller lyncher X parce que là, on pense que c'est Y et blablabla. C'est quoi les conséquences directes de ça? Ben, c'est assez catastrophique dans, franchement, tous les cas, disons-le comme tel. Puis l'autre affaire, c'est que légalement parlant, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu vas toi-même te mettre dans le trouble en pourchassant ton plié à ça, puis ça presse. Ça semblait d'ailleurs être le principal point d'argument de la personne que j'ai invitée. Elle est créatrice d'ailleurs du mouvement de protection des enfants contre les agressions sexuelles. Puis c'est la dame qui fait la promotion, disons, de l'idée d'avoir un registre des délinquants sexuels publics. Là. Alors, tu sais, là-dessus, on est plus ou moins en accord, mais regarde, on serait parlable, en tout cas, sur certains angles. Ça, c'est clair. Si tu me permets, Martin, j'ai ajouté un truc. Là, on parle des pédophiles, mais rappelle-toi, puis là, c'est parce que je remarque certaines contradictions chez certaines personnes. Tu sais, pour plusieurs, là, l'état de droit, là, sa géométrie variable. Je m'explique, là. C'est qu'ils veulent appliquer la règle de droit quand ça fait leur affaire, mais ils veulent pas l'appliquer quand ça fait pas leur affaire. Par exemple, rappelle-toi la crise étudiante de 2012.
Moi, j'avais écrit souvent là-dessus. Puis là, je ne capable même pas de savoir si on était pour les carrés rouges ou contre les carrés rouges, pour les revendications, contre. À la limite, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai écrit à maintes reprises, j'ai écrit un petit livre là-dessus d'ailleurs, quand tu te fous des injonctions d'une cause supérieure, tu fais de la désobéissance civile, à titre personnel, là, moi, je débarque. Parce que tu te fiches de l'état de droit et tu promeus un espèce d'état d'anarchie, d'état de nature, en quelque part. Et ça, à mon sens, ça vire à catastrophe. Donc, si les gens sont d'accord avec le fait que la désobéissance civile, c'est mal, ben, à quelque part, s'ils sont cohérents, ils devraient se dire, ben, me faire justice à moi-même, c'est mal aussi, parce qu'essentiellement, c'est la même racine. Je voudrais te féliciter pour quelque chose. Là, j'avoue que je vais avoir plein de nouveaux amis en disant ça, mais ou d'anciens ennemis qui vont se rappeler, ah oui, c'est vrai, c'est lui. Merci d'avoir utilisé l'expression le conflit étudiant et non pas l'abjecte appellation que tout le monde a adoptée du printemps érable. Ouais. qui est une perversion par proximité linguistique d'un phénomène qui a pris énormément de courage à beaucoup de peuples à un moment crucial et sur des enjeux cruciaux et qui a coûté la vie à bien du monde dans le monde arabe. Et ça, là, je trouve que c'est une perversion de ce qui s'est passé que d'utiliser cette expression-là encore. Ça a été, disons que c'est romancé pas mal l'histoire, là. Tu sais, ça reste un conflit étudiant qui est devenu un conflit social de manière plus large, peut-être en un sens, mais effectivement, là, si on garde le sens des proportions, là, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé pendant le printemps arabe. Je pense qu'il faut faire preuve de certaines réserves là, avant de se comparer avec n'importe quoi. Non, je pense pas qu'il se comparait, mais je peux te dire que juste l'emprunt du vocable par proximité, là. C'est un peu ça aussi. Puis moi, tu vois, là-dessus, on dit la même chose, une petite parenthèse. Tu sais, quand on entend la nuit des longs couteaux, là, pour parler de 1981, quand Trudeau et Chrétien ont imposé une constitution au Québec, là, ben, la nuit des longs couteaux, là, puis tout le monde répète ça, l'historien notamment, là. La vraie expression de la nuit des longs couteaux est née en 1934 dans l'Allemagne nazie, quand les SS ont assassiné les SA. Tu sais, là, je veux dire, faut quand même pas charrier, là, à ce que je sache, là, l'évêque, c'est pas fait poignarder au sens propre du terme, le sang n'a pas giqué non plus, puis je dis souvent à mes étudiants, si vous sortez du Québec, n'utilisez jamais l'expression la nuit des longs couteaux pour parler d'un rapatriement avec une charte, parce que vous allez faire rire de vous autres pas mal. Là. Bon, mais ça, écoute, peut-être qu'on vient encore se faire des plein de nouveaux amis, là. Écoute, ça s'additionne, c'est exponentiel. C'est incroyable. Il va falloir s'ouvrir. Sérieusement, on est parti, là. Il va falloir s'ouvrir un club, avoir des cartes de membres puis des vestons, là. On l'a déjà. OK, c'est bon. Je voulais t'entendre sur quelque chose. Écoute, c'est une nouvelle qui est pas toute récente, là. C'est-à-dire que c'est revenu un peu dans l'actualité, mais ça a été publié quand même dans le journal Le Monde. Il y a de ça à peu près 3 semaines, 1 mois, mais c'est revenu aujourd'hui dans l'actualité. Bon, c'est sûr que, regarde, honnêtement, c'est pas l'affaire la plus sexy sur la planète. Je suis conscient de ça, mais je trouve que ça vaut la peine de le mentionner. C'est une étude qui a été faite par le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, écoute, entre toi et moi, c'est pas la petite bénerie de gauche. Normalement, en fait, c'est un truc on peut pas dire ça, non. Non, c'est ça. T'sais, c'est décrié d'ailleurs, tu sais, dans le G20, à chaque fois qu'il y a des manifestations, on s'en prend à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, comme c'était l'extension du capitalisme sauvage et tout ça. Mais c'est drôle, ça a été passé sous silence parce qu'il y a une étude qui fait écho à une autre étude qui, elle, était faite par l'Organisation de coopération et de développement économique qu'on connaît plus souvent sous le nom d'OCDE. Cette étude-là tend à confirmer ceci, et c'est là où je trouvais que c'était important d'en parler, que toute la théorie qui voudrait que les riches qui s'enrichissent, c'est bon pour l'économie, est en fait fausse. Que toute la théorie économique de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher et d'une certaine portion du discours de droite qui dit que dans le fond, il y a un certain, ce qu'on appelle l'économie de ruissellement, là, le trickle-down economy, que dans le fond, une fois qu'on a regardé les chiffres puis qu'on l'a mesuré, que ça marche pas, et non seulement ça marche pas, que en fait, ce qui enrichit le plus et ce qui permet de plus d'avoir une croissance économique soutenue, c'est d'enrichir le 20% des plus pauvres. Et ça, c'est là, on parle pas là, d'un rapport d'Amnesty International. Non, pas la Pravda, là. Non, puis ça n'a pas été publié dans la revue L'Itinéraire. L'itinérant, là, c'est pas là. Tu sais, c'est pas Léopold Lauzon dans le journal, là. Non. C'est le Fonds monétaire international qui dit ça, là.
Oui. Il te parlait de pas se faire des amis tout à l'heure. Je suis pas sûr que le Fonds monétaire s'est fait des chums avec plusieurs économistes. Pas dans sa gang traditionnelle, ça c'est sûr. Non, ça s'appelle un coup, là, tu sais où, hein. Écoute, moi, je suis content que tu amènes ce sujet-là, Martin, parce que, je trouve ça évidemment pertinent, mais pertinent de manière générale, mais particulièrement ces jours-ci, ces mois-ci, ou ces années-ci, où tu as un Trump aux États-Unis qui, essentiellement, a été élu basé sur une espèce de discours anti-establishment, quand tu y penses. Pourquoi je te dis ça? Ben, évidemment, il y a une ironie, là, parce que, Trump étant Trump, c'est un archi-milliardaire, ses chums milliardaires et tout ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'à l'heure actuelle, tu vois que, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais chez la population, de manière générale, et pas juste américaine, il y a une espèce de rejet, mais total, des élites économiques, notamment des élites financières. Et cette étude-là vient, en quelque sorte, confirmer un peu les appréhensions des gens. Bon, là, à savoir s'ils ont voté pour la bonne personne aux États-Unis, moi, je pense que je le répète que c'est un paradoxe pur et simple, comme il s'en fait peu, là. Mais de manière générale, ce que dit l'étude, c'est un peu, à quelque part, le sentiment ou le réflexe d'une bonne partie de la population. C'est-à-dire, les riches s'enrichissent pendant que nous, les pauvres ou les moins riches, on s'appauvrit de ce fait-là. Et l'étude en question qui démontre en épingle toute cette espèce de mythe, en fait, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Puis il rajoute même quelque chose dans l'étude, je sais pas si t'es rendu jusque-là, mais ça m'a pas surpris parce que ça va ensemble, mais où ils disent à quelque part que la déréglementation est dangereuse pour les inégalités sociales. Oui, bien évidemment, je me suis rendu là, mais c'est parce que ça, c'est peut-être un peu plus technique, mais en fait, il faudrait en parler un peu plus, parce que tout le discours sur la réglementation, ou devrait-on dire sur la déréglementation, parce que c'est assez rare que j'entends des pro-réglementations ces temps-ci, on a tenu ce discours-là, peut-être un peu moins ici, mais disons que, écoute, si tu te souviens de ce qui se discutait, notamment après l'élection de Trump, à propos de tout ce qui constitue les réglementations qu'on a mis entourant les banques, les grandes banques aux États-Unis à la suite de la débandade de 2008. Là. Et le discours anti-réglementation là, il n'a jamais été plus fort que maintenant. Là. Exact. Et ça, on va appeler ça un autre paradoxe, tant qu'à moi. Là. C'est parce que tu en as contre les inégalités sociales, puis Trump, à quelque part, a joué là-dessus. Hein? Mais c'est juste que tu n'as pas choisi le bon moyen, en tout cas en ce qui me concerne. Bon, ça, ou du moins en ce qui concerne cette étude-là. Ça, c'est très clair. Et l'autre portion dont on parle peu dans cette étude-là, mais excuse-moi, l'autre dont on parle peu dans le public, mais qui est soulevé dans cette étude-là et que je crois qu'il doit être souligné, c'est que ce qu'on est en train de dire finalement, c'est que, dans le fond, l'écart qui s'est creusé dans la majorité des pays occidentaux va, à long terme, là, mettre un frein majeur à la croissance économique. Puis la croissance économique, faut pas que ça devienne un dogme, mais si t'as pas de croissance économique, je veux dire, il y a un appauvrissement global, y compris des riches. C'est ça qu'ils sont en train de nous apprendre, là. Ben c'est clair, parce que prends juste un exemple bien simple, l'exemple québécois avec elle va être dans un sacré trouble dans pas trop longtemps, là. En tout cas, un jour, on aura besoin d'un plafond salarial pour les PDG, peut-être, qui sait, hein? Puis on va te pousser les échanger quand ils vont être rendus trop proches du maximum. On va aller chercher des Mike Strite. Toujours un plaisir de se parler. Non, mais c'est bon. Des beaux bons pas chers, ça se peut-tu, ça, pour des PDG, ça aussi? Ben, pas cher, ça, c'est clair. Beau, je dirais pas, puis bon, on va vous laisser juger. Frédéric, t'es intenable. Merci pour ces quelques minutes. Salut tout le monde. Salut, bye. Frédéric Bérard. Croyez-le ou non, là, docteur en droit constitutionnel, il y a une maîtrise en sciences politiques en plus, mais expert en hockey. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, c'est bon. Écoute, faut savoir cette affaire. Hey, il nous reste pas beaucoup de temps avant d'aller à la pause nouvelle, là, mais je voulais vous faire part d'une étude qui est sortie aujourd'hui dans le Journal of de l'American Medical Association. Okay. On va essayer d'en parler demain. Okay. Puis là, je voulais juste vous dire que, regarde, je suis conscient, je l'ai lu, c'est un document assez imposant. En fait, il y a eu des résumés dans l'actualité américaine de ça, mais j'ai lu l'étude scientifique, je l'ai sous les mains. Là, c'est un papier qui est disponible si vous voulez aller voir là au Journal of le journal de l'Association médicale américaine, si vous préférez, vient de publier une étude vraiment importante sur l'encéphalopathie traumatique chronique. Qu'est-ce que c'est que cette bébite-là? Okay?
essentiellement, c'est une maladie dégénérative qui a à peu près les mêmes symptômes que l'Alzheimer. Okay. Et qui, jusqu'à maintenant, en fait, qui a beaucoup de symptômes en commun avec l'Alzheimer, mais qui comme toutes les maladies dégénératives, bon, évidemment, se développent avec le temps, là. Et ce que l'étude vient de démontrer, c'est que dans les études ils ont reçu 212 corps qui ont été légués à la science pour participer à ce projet-là, et on a étudié le cerveau de beaucoup de joueurs de football, notamment chez des joueurs de la NFL. Alors, sur 212 joueurs qui ont été pris pour l'étude, il y en a 177 qui ont joué à peu près à tous les niveaux, 111 qui ont joué dans la NFL. Donc, vous comprenez que dans le 177 qui ont joué à tous les niveaux, on comprenait les 111 qui ont joué dans la NFL. Et le fait saillant de ça, c'est que 99% des cas des joueurs qui ont évolué dans la NFL démontraient des traces de cette maladie-là. Honnêtement, ça me surprend pas. On en parle demain. OK, mais c'est une grosse nouvelle, ça. Puis c'est appuyé dans un journal extrêmement crédible. On voulait avoir quelqu'un aujourd'hui pour en parler. Malheureusement, il n'y avait pas des ressources médicales nécessaires à notre portée pour vous en parler. Mais c'est assez big pour vous dire, je l'ai lu, je suis conscient de cette nouvelle-là. C'est une nouvelle très importante parce qu'il y a beaucoup de fans de football ici et on doit en parler. Et j'ai l'impression que ça va faire réfléchir beaucoup aussi l'industrie du hockey. Écoute, c'est pas compliqué, là. Je ne m'avance pas plus loin que ça. Mais quand la conclusion de l'étude, c'est 99% des joueurs de la NFL qu'on a étudiés, des cerveaux de joueurs décédés, là, ils ont tous cette maladie dégénérative-là. La conclusion de l'étude, c'est il y a fort à parier que cette maladie-là t'appogne si tu joues au football. Il va falloir y réfléchir. On s'arrête quelques instants, les nouvelles s'en viennent.